nous poursuivons la série d'entretiens autour de la réforme de la Constitution en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Sansan Cambilé. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Merci, vous aussi. Qui mieux que vous pour répondre aux nombreuses questions qui subsistent et aux nombreuses interrogations sur le projet de nouvelle Constitution, vous qui avez porté ce projet devant le Parlement et qui l'avez défendu face aux députés. Le grand enjeu de ce scrutin va être la mobilisation. Est-ce que vous êtes confiant pour dimanche ? Je suis entièrement confiant parce qu'il s'agit pour le peuple de Côte d'Ivoire d'entrer dans la Troisième République. Et je suis convaincu que le projet de constitution qui est proposé au peuple est un très bon projet. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu suffisamment d'explications, de pédagogie vis-à-vis du peuple qui doit voter et se prononcer sur cette constitution pour qu'il puisse se l'approprier et comprendre l'enjeu du scrutin ? L'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait et je reste convaincu que le peuple ivoirien est un peuple mûr. Il sait où se trouve son intérêt. Et vous savez, la Côte d'Ivoire revient de loin. Nous avons traversé des moments difficiles. Et avec cette nouvelle constitution, il faut tourner la page du passé. Et je crois que le peuple saura dire son mot. À partir de quel taux de participation serez-vous satisfait et pourrez-vous considérer que cette constitution est vraiment légitime ? Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Je laisse le peuple décider parce que nous sommes en démocratie et c'est au peuple vraiment de décider. En 2000, tous les partis politiques, quelle que soit leur orientation, avaient appelé à voter. Il y avait eu 55% de participation. Aujourd'hui, sur 2 jours. Aujourd'hui, l'opposition dans toutes ses composantes appelle au boycott. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que ça handicape cette participation ? Vous savez, en 2000, nous étions sous un régime militaire. Qui pouvait appeler à voter non ? On n'était pas en démocratie. On était sous la transition militaire. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Et c'était tout à fait normal que ceux qui ne sont pas pour appellent à voter non. Mais ils n'appellent pas à voter non, ils appellent à boycotter le scrutin lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Vous savez, le boycott n'est pas une abstention. C'est un mépris pour la démocratie. Bien au contraire, si l'opposition estime qu'ils sont dans le jeu démocratique, ils doivent aller au vote et voter non. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de dire non quand on est en démocratie et surtout quand on se réclame de l'opposition démocratique, de l'opposition démocratique. Alors, ils disent qu'ils respecteront le résultat du scrutin néanmoins. Ils disent qu'ils respecteront le résultat du scrutin après le boycott. Je crois qu'il y a un problème de cohérence. Autant aller voter non. C'est plus cohérent. Monsieur le ministre, pourquoi fallait-il changer la constitution de 2000 et non pas seulement l'amender comme il avait été prévu à Marcoussis ? Il s'agit là du problème, de la question récurrente entre révision et changement de constitution. Vous savez, une constitution n'est pas éternelle. Une constitution doit épouser l'ère du temps. Et les constituants prévoient toujours une procédure de révision. Et la procédure de révision permet de modifier des dispositions de la Constitution. On pourrait même, en cas de besoin, dire qu'on modifierait l'essentiel des dispositions de la Constitution. Mais on ne changera pas de République. On restera toujours dans la même Constitution. Donc pourquoi fallait-il passer à la Troisième République aujourd'hui ? Je vous explique. La Côte d'Ivoire a un passé très douloureux. Depuis 2000, nous avons connu une série de crises. Et cette série de crises s'est achevée par une guerre. Et cette guerre a fait plus de 3000 morts. Et quand un pays a un passé aussi lourd, il faut changer de cap.
Il faut un nouveau contrat social. Et c'est le sens du changement de constitution. Contrairement à ce que certaines personnes racontent, je ne pense pas que ce soit la révision qui aurait été l'alternative à utiliser. Mais alors justement, ce n'est pas une révision, c'est un changement de constitution. C'est suffisamment important. L'opposition critique la méthode en disant qu'elle n'était pas suffisamment inclusive du peuple ivoirien. La méthode choisie par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils entendent par inclusivité? Ils entendent l'élection d'une assemblée constituante. Vous savez, pour que toutes les parts du peuple et toutes les composantes idéologiques puissent se rassembler et discuter d'un texte. Vous savez, M. Disnacera, je vous dirais que dans le cadre de l'adoption d'une constitution, ce qui est fondamental, ce qui est important, c'est la consultation du peuple. Tout ce dont vous parlez sont des parties du peuple, mais ne sont pas le peuple. Et puis, l'Assemblée constituante n'est pas la panacée. En 2000, il n'y a pas eu d'Assemblée constituante. Il y a eu une commission consultative où les membres ont été nommés. Pourtant, c'est aussi à cette période que se réfère l'opposition pour dire que la procédure choisie aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Mais n'est pas satisfaisante pour qui? Je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas la forme. En ce qui concerne les consultations dont vous parlez, c'est le peuple. Le peuple doit se prononcer. Et puis, je ne pense pas, sincèrement, j'ai du respect pour la société civile, j'ai du respect pour les partis politiques. Mais les partis politiques à eux seuls ne constituent pas le peuple. L'Assemblée constituante dont il parle, ce n'est pas la panacée, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies pour élaborer une nouvelle constitution. Pour vous, l'essentiel, c'est qu'à la fin, le peuple soit consulté. Voilà. Cette même opposition dit également que la Côte d'Ivoire avait plus urgent à régler, notamment assurer une réconciliation totale, pour que, notamment que tous les gens qui ont été incarcérés après la crise post-électorale soient libérés, que les gens qui sont partis en exil soient rentrés. Enfin bref, qu'il fallait régler le problème de la réconciliation avant de faire une nouvelle constitution. Et on s'inscrit là dans la gestion de l'État. Et je ne pense pas, sincèrement, que ce dont il parle puisse être réglé en une année, en 2 ans ou en 3 ans. Nous sommes en train de le régler. Et ce n'est pas pour autant. Vous savez, je vous dirais que cette constitution aurait dû être adoptée depuis 2011, avec ce que nous avons connu. Mais en 2011, si on l'avait fait, cette même opposition aurait estimé qu'il y a plus urgent à faire. Si on le fait en 2020, ils diront qu'il y a plus important à faire. Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure voie. Monsieur le ministre, pourquoi fallait-il aller si vite, au risque de donner l'impression d'une certaine précipitation, pour changer la Constitution? Les parlementaires, par exemple, on le sait, n'ont pas vraiment apprécié d'avoir eu un jour pour examiner les 184 articles du texte que vous leur avez soumis. Est-ce que vous savez qu'en France, la Constitution 58 a été faite en 2 mois? Et qu'en 2000, la Constitution de 2000 a été faite en 2 mois? Ici, on est à plus de 4 mois. Vous savez... Mais l'examen au Parlement... Je reviens sur le caractère inclusif de ce projet de Constitution. Lorsque le président de la République s'est engagé à faire ce projet, il a rencontré les partis politiques pour leur faire part de ses orientations. Il a rencontré les chefs traditionnels et les guides religieux. Il a confié le soin au comité qu'il a mis en place de rencontrer à nouveau toutes les parties à l'effet de recueillir les observations. Le président de la République a tenu à ce que le Parlement, qui constitue les représentants, une partie des représentants du peuple, soit également consulté. Le texte a été transmis au Parlement. Et contrairement à ce que les gens pensent, ça n'a pas été aussi simple que ça. Les parlementaires ont eu à échanger.
Oui, mais vous avez refusé tous leurs amendements. Enfin, à part ceux qui changeaient des virgules. Qui vous l'a dit? Non, M. Dinassera. Les amendements des parlementaires ont été pris en compte. Quel genre, par Plusieurs exemple amendements ont été faits. Vous avez un exemple? Dans le préambule, des amendements ont été faits au niveau du préambule. Même au niveau de l'exposé de motifs. Des dispositions nouvelles ont été réécrites. Les parlementaires, contrairement à ce qu'on dit, ont joué leur rôle. Ont joué leur rôle entièrement. Il fallait les consulter, ils ont été consultés, il fallait qu'ils épousent. Vous savez, le président avait une conviction. Il aurait pu, dans le cadre de son processus, sauter l'étape du Parlement. Mais il a estimé qu'il ne fallait pas sauter l'étape du Parlement parce que le Parlement, en fonction, constituait un pouvoir constituant dérivé. Et pourtant, pas mal de parlementaires expriment une certaine frustration de ce travail qu'ils ont fait sur le Mais qu'est-ce que vous mettez dans pas mal de parlementaires? Soyez précis. Enfin, en tout cas, ceux qui se sont exprimés. Qui se sont exprimés? Ils ont eu les réponses au Parlement. Ils se sont exprimés au Parlement. Ils ont posé les questions qu'ils devaient poser. Je leur ai donné les réponses qu'il fallait. On s'est compris, on a avancé. Il y a eu un vote. Ça a été adopté à pratiquement 96%, plus de 96%. Le président de la République a dit clairement, lors du grand meeting de Bouaké, que lui-même et le président Henri Konan Bédié allaient céder le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Cette ambiguïté qui subsistait, en tout cas dans la tête de certains, étant levée, pourquoi quand même fallait-il lever cette limitation d'âge pour les futurs candidats? Quel était l'intérêt de cette réforme? Je vous dirais que dans la sous-région, sur une quinzaine de pays, on a 10 pays qui n'ont pas de limitation d'âge. Je me suis étendu sur la question. Vous savez, à l'époque de l'ouverture au multipartisme, les conférences nationales qui en voulaient au régime existant avaient voulu empêcher les pouvoirs en place de conserver le pouvoir. C'est comme ça qu'est née l'idée de la limitation d'âge. C'est un critère restrictif. Il n'est pas objectif. Les grandes démocraties qu'on connaît, ils n'ont aucune limitation d'âge. Aucune limitation. C'est un critère qui est essentiellement restrictif. Et vous savez, moi je crois que quand on est démocrate, et qu'on se dit démocrate, et qu'on épouse la démocratie, il faut qu'on aille à des élections concurrentielles. Il faut permettre au maximum de personnes de se présenter. Et c'est au peuple de choisir. On n'a pas à dire que parce que quelqu'un a 90 ans, il ne peut pas être candidat. Et d'ailleurs, tous ceux qui parlent d'assemblée constituante et autres, on a l'exemple tunisien. C'est les jeunes qui ont porté la réforme. Ce sont les jeunes qui se sont levés, qui ont fait l'insurrection, qui ont chassé Ben Ali. Ils ont mis en place une assemblée constituante. Et qui a été élu? Quelqu'un qui a plus de 80 ans. Alors qu'on arrête sur les critères d'âge. Ce n'est pas démocratique, c'est antidémocratique et c'est restrictif. Il faut qu'on avance sur la question. Alors, autres innovations importantes dans le texte constitutionnel, la création du poste de vice-président et le bicamérisme avec la création d'un Sénat. Donc c'est à la fois plus de Parlement et plus d'exécutif. C'est quel régime là qu'on a institué en Côte d'Ivoire? Le régime ivoirien est un régime présidentiel. Oui. On n'a pas varié des anciennes constitutions. Le régime ivoirien est un régime présidentiel. L'exclusivité du pouvoir exécutif appartient au président de la République. C'est au président de faire la répartition de ses pouvoirs avec le vice-président et le gouvernement. Donc sur la question, la structure du pays, c'est-à-dire le régime du pays n'a pas changé. La seconde chambre qui a été instaurée au Parlement ne change pas la nature du régime. Pas du tout. La Côte d'Ivoire a un régime présidentiel. Pourquoi permettre au président de la République de nommer un tiers des futurs sénateurs? Quel est l'intérêt de cette mesure? En tout cas, elle n'est pas très bien comprise. Je vous dirais d'abord que ce n'est pas une innovation ivoirienne. De par le monde, un très grand nombre de pays utilisent cette méthode.
Mais ramenons cela à notre contexte. Vous savez, je me suis répandu sur la question. Pour le président de la République, il faut savoir tirer avantage de la crise. Et notre crise part de quoi? De l'exclusion. Il faut rejeter l'exclusion. Il faut aller à l'inclusion. Il faut faire participer tout le monde à la gestion de la chose publique. Donc, vous voulez dire, comme le secrétaire général de la présidence, M. Gon Coulibaly, que ça va permettre au président de la République de nommer des membres de l'opposition au Sénat? Pourquoi pas? Ce sont des Ivoiriens. Je vous dis que la stabilité d'un pays commence par le rejet de l'exclusion. Aucun pays au monde ne peut avancer si on exclut les autres. Il faut amener les uns et les autres à participer à la gestion de la chose publique. C'est fondamental. Et je me dis, vous savez, M. Dinasera, tirons avantage des années passées. Nous sortons d'une guerre. Aujourd'hui, comme le dit le président, parce que les gens voient que le pays est sur les rails, que l'économie tourne, on a oublié qu'en 2011, on était en guerre. Nous étions en guerre. Il faut tirer avantage du passé. Mais cette mesure, elle prête un peu le flanc à la critique sur le point de savoir que finalement cette constitution enfonce un coin dans le principe de la séparation des pouvoirs. Pas du tout. Pas du tout. Donc répondez à cette critique. Au Sénégal, avant la réforme qui a été faite, le Sénat, une partie des sénateurs étaient nommés. Le Sénégal a toujours été vu comme un pays aux avancées démocratiques importantes. Le Canada, les sénateurs sont nommés. Le Cameroun, une partie des sénateurs est nommée. En Algérie, c'est pareil. Pourquoi diantre les gens estiment que le cas ivoirien est symptomatique de l'intrusion de l'exécutif dans la séparation des pouvoirs? C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Et par rapport à la justice, l'indépendance de la justice est garantie par la Constitution? Évidemment. Évidemment. Ça a été renforcé. Le pouvoir judiciaire aujourd'hui a été renforcé. Je crois que les gens parlent sans avoir parcouru ou lu une seule ligne du projet de Constitution. Qu'est-ce qui renforce le pouvoir judiciaire dans la Constitution? Aujourd'hui, il est affirmé clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant. Et vous constaterez qu'il est assuré, à travers ce projet de Constitution, la protection des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le président de la République, qui à l'époque, dans l'ancienne Constitution, présidait le Conseil supérieur de la magistrature, a délaissé ce pouvoir. Il ne présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature. Et cela pour garantir l'indépendance. Et puis, cette question d'indépendance, M. Dinasera, je vous dirai ceci. L'indépendance, c'est dans la tête. L'élection ne garantit pas. L'élection à la tête du Conseil supérieur de la magistrature ne garantit pas l'indépendance. Et je l'ai dit lorsque j'ai été interrogé sur la question, que j'ai un homologue de la sous-région qui me l'a dit. Il ne peut pas faire d'élection parce qu'il y a un clivage générationnel entre les magistrats. Mais on peut vous élire, vous serez dépendant de ceux qui vous ont élu, on peut vous nommer, vous ferez ce que Badinter dit, le devoir d'ingratitude, et être totalement indépendant. Et puis, pour des questions financières, des inclinations financières, ou pour des raisons familiales, vous pouvez ne plus être indépendant. Il faut que les gens sortent de la théorie et qu'on soit pratique. Alors, il y a une institution qui est la Commission électorale indépendante qui figurait dans la Constitution et qui, dans le projet de loi constitutionnelle, est sortie. Pas du tout. Il n'est pas sorti. Ce sont des vérités qui sont... C'est même pas des vérités, c'est des contre-vérités. La Commission électorale indépendante n'a jamais été une institution de la République. Il y était fait référence dans l'ancien article 32 comme étant l'organe chargé de l'élection des représentants du peuple. Mais cette même disposition a été reprise, où il est
bien écrit qu'il s'agit d'une autorité administrative indépendante. Vous savez, il faut faire très attention. Les commissions électorales, lorsqu'on les politise, on les institutionnalise, on les rend dépendantes. Mais au contraire. Ou on les renforce? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on les renforce ainsi. C'est des autorités administratives indépendantes. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce caractère renforce leur indépendance. Le meilleur degré d'institutionnalisation d'une commission électorale indépendante, c'est ça. C'est en faire une autorité administrative indépendante. Et c'est ce qui est dit. Et je ne pense pas que cela est de nature à entraver leur indépendance. Contrairement à ce qui est dit, il n'a jamais été question dans la Constitution de 2000 de considérer la commission électorale indépendante comme une institution de la République. C'est totalement faux. Totalement faux. Les dispositions n'ont pas changé d'ailleurs. Ce sont les attributions qui ont été constitutionnalisées en 2000 comme maintenant. Il y a une disposition qui soulève quelques inquiétudes de certains observateurs, qui est celle qui autorise la Côte d'Ivoire à abandonner une part de sa souveraineté pour permettre l'unité africaine. Vous pouvez donner une explication là-dessus? C'est-à-dire qu'on admet par avance que le pays va céder une part de sa souveraineté. On fait partie de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire est un membre de l'Union africaine. Et ce n'est pas nouveau. Cela existait en 2000. Tous les pays africains, de par le traité qu'ils ont signé pour aller dans le sens de l'union, la création de l'Union africaine, doivent abandonner une partie de leur souveraineté. C'est au gré des pays. C'est ce qui a été prévu. Et c'est ce que nous avons fait. Il n'y a rien de nouveau. On n'abandonne pas, mais on partage. On partage. On partage la souveraineté. On partage la souveraineté le moment venu. Et on n'est pas les seuls pays à le faire. C'est ce que le traité demande. Alors pour la première fois depuis l'an 2000, la Côte d'Ivoire va aller aux élections avec plusieurs bulletins. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est un bulletin oui et un bulletin non. Est-ce que d'abord, pourquoi ce choix? Et est-ce que vous comprenez qu'il peut susciter certaines craintes concernant la fraude électorale? Vous savez, il faut faire très attention à la manipulation. Très attention à la manipulation. Nous sommes dans un processus référendaire. Il ne s'agit pas d'une nomination, et du moins une élection, entre personnes. Ce n'est pas une élection. C'est un scrutin référendaire. Il faut permettre aux populations d'aller exprimer leur vote en disant oui ou en disant non. Et à cet effet, un texte a été adopté, une loi organique a été adoptée. En 2016, c'est la loi organique 2016-555. Et cette loi, qui organise le processus référendaire, permet à la CEI de mettre en place l'organisation nécessaire pour aboutir au référendaire. C'est ce qui est fait. Mais on veut coûte que coûte, on veut coûte que coûte utiliser le code électoral pour l'appliquer au scrutin référendaire. Non, il ne s'agit pas d'une élection ordinaire. C'est une question qui est posée au peuple. Approuvez-vous ou non le projet de constitution qui vous est proposé? Ils répondent par oui ou par non. Donc il n'y a pas de risque de fraude? Il n'y a pas de risque de fraude. En Suisse, cela est fait. Au Sénégal, c'est ce qui a été fait. Ce n'était pas un bulletin unique. Mais pourquoi, diantre, lorsqu'il s'agit de notre pays, les gens ont le sentiment qu'on est toujours en train de frauder? Dans quel intérêt? La Constitution est une chose trop sérieuse pour qu'on la manipule. Les militaires ont fait voter la Constitution de 2000 sur 2 jours. Était-ce démocratique? Sur 2 jours. On vous dit oui, il y avait un bulletin unique. Sur 2 jours, à marche forcée. Et aujourd'hui, on vous propose d'aller exprimer votre vote. Prenez l'historique des élections qui ont été faites en Côte d'Ivoire. La marge d'erreur
pour nos populations qui, la plupart du temps, sont analphabètes, qui ont du mal à coucher. C'est une réflexion qu'il faut qu'on engage. Comment faire en sorte que nos populations analphabètes puissent exprimer positivement leur choix? Il faut vraiment qu'on engage la réflexion. Parce que plus on avance, on se rend compte que le taux de bulletins nuls est énorme. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas voter. Aujourd'hui, on simplifie les choses. Vous avez le vert pour le oui et le rouge pour le non. On explique à une personne analphabète le vert pour le oui, le rouge pour le non. C'est facile. Soyons pratiques. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que nos années de crise ont fragilisé les rapports entre Ivoiriens. La confiance. La confiance entre Ivoiriens. De sorte qu'on a toujours tendance à croire que l'autre est mu par de mauvaises intentions. Mais le RHDP, avec les bulletins uniques, a conquis l'ensemble des sièges au Parlement, l'ensemble des conseils généraux, l'ensemble des conseils municipaux, avec le bulletin unique. Vous êtes sûr qu'avec 2 bulletins, on va faire moins? Un dernier mot, Monsieur le ministre, pour convaincre les Ivoiriens d'aller voter oui dimanche prochain. Je dirais que, vous savez, dans la vie des nations, il y a des tournants. Il faut savoir sortir des crises. Et notre peuple entend sortir de son passé douloureux et entrer résolument dans la modernité. Lisez la Constitution. Elle contient des avancées fondamentales pour nos concitoyens. Et moi, je le dis aux gens, vous voyez, il faut que notre peuple, nos concitoyens se disent, dans cette Constitution, qu'est-ce qui est bien pour moi en tant que citoyen? Est-ce que mes droits sont préservés? Quels sont les devoirs de l'État vis-à-vis de moi, de mes enfants, de ma famille, de mon épouse? C'est ça qui est fondamental. Sortons de ces débats, oui, le pouvoir présidentiel, l'article 55 a dit ceci, on ne peut pas réviser. Qualitativement, est-ce que c'est à même de changer la vie de nos concitoyens? C'est question. Et vous dites? Évidemment que je dis votez oui. Votez massivement oui. Tournez le dos à l'hypocrisie. Tournez le dos à l'exclusion. Cette constitution que je présente, c'est la constitution de la fraternité, de l'amour, de la solidarité, de la cohésion sociale. C'est fondamental qu'on vote oui. Et moi, je voterai oui. Et j'invite tout le monde à voter oui. Alors, on vous suivra. Merci, M. Dimasera. Vous avez été magistrat, oui. Vous avez été conseiller du Premier ministre, vous avez été secrétaire général du gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes ministre de la Justice. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui fait courir Sansan Kabilé? Sansan Kabilé est un homme de devoir. Je me décris comme étant un homme à la disposition de son pays et qui ira toujours dans le sens de l'intérêt général. Servir mon pays, être un commis de l'État. Servir mon pays, le servir sans arrière-pensée, mais totalement et entièrement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci, c'est moi qui vous remercie.